Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo Star Wars où on va revenir avec vous sur la saison de Ahsoka qui s'est terminée le 4 octobre. C'était un mercredi et on va vous dire si on a passé une bonne journée en compagnie d'Ahsoka avec l'ami Greg et un invité. Bonjour l'ami Greg et bonjour l'invité. Salut, et effectivement on reçoit un invité, il vient tout droit du Star Walker Ranch, qu'on reçoit sur le canapé de l'invité. Est-ce que tu peux nous dire bonjour et comment tu t'appelles ? Bonjour, je suis ravi d'être là, je m'appelle Alex et je suis là pour parler Star Wars. Et oui, C'est un grand spécialiste de Star Wars, on peut le dire. un copain qui du coup a lu quasiment tout ce qui se fait en ce moment, on peut dire. Presque tout en ce moment et surtout les romans et les comics de la Haute République. Et du coup, on va faire plusieurs vidéos donc avec Alex pour parler de Star Wars et un peu. Alors là, ça va être une première vidéo pour parler d'Ahsoka. Il y a d'autres vidéos pour faire un peu le bilan de l'ère Star Wars Disney qui vont apparaître dans quelques temps. Et puis après, on fera un peu le point sur l'avenir et quel avenir possible pour ce Star Wars Disney. On avait envie d'en parler un peu entre fans de la licence. Est-ce que tu peux nous recaler un petit peu les informations sur Ahsoka et cette fin de saison, mon cher Kerr? Oui, alors déjà, je voulais juste te dire que je suis vraiment ravi qu'on ait un spécialiste de Star Wars dans la vidéo, parce que moi-même, je suis spécialiste reconnu et mérite de Star Wars au niveau Picard. Et j'ai vu tous les Star Wars, donc Star Wars Into Darkness, Star Wars La colère de Khan, Star Wars Discovery, Star Wars Lower Deck, enfin bref, tous les Star Wars, et le meilleur, Star Wars Picard, Picardie oblige. Donc vraiment très content de t'avoir. Mon cher Alex. C'est pour ça que tu ne montres Ahsoka, aucune émotion faciale? Non, aucune. Ahsoka, donc, qui s'est terminé 8 épisodes seulement, série de Dave Filoni. Il y avait d'énormes enjeux sur la série. Pour Disney, d'abord, c'était de raccrocher le grand public à la franchise Star Wars après plusieurs échecs en termes d'audience. On pense à Andor, on pense à Boba Fett, Mandalorian saison 3 qui avait moins pris. Et alors déjà, en termes d'audience, malgré un discours plutôt positif de la part de Disney, force est de constater que le public n'a pas forcément répondu en masse devant Ahsoka. Alors est-ce que c'est lié à la baisse d'abonnés de Disney+, au fait que il y a des abonnés un peu partout sur différentes plateformes? Ça, c'est un problème plus large, je pense, lié aux différentes plateformes. Mais surtout, est-ce que, en termes de critique, la série a plu? Et est-ce que elle nous a touché, cette série qui s'est terminée avec cet épisode 8, le retour dans la saga Star Wars d'un personnage majeur qui est Ezra Bridger, et puis bien sûr le retour de l'amiral Thrawn. On va vous donner chacun notre avis, on va commencer par Greg, puis par moi, et on va terminer avec l'avis d'Alex qui va nous dire si oui ou non il hallucine devant nos propos. Vas-y mon cher Greg, t'en as pensé quoi de cette saison 1 d'Ahsoka et de son finale? Alors, en fait, on en parlait un petit peu toutes les semaines avec Alex tout au long de la saison, et il sait que j'étais extrêmement hypé. Je te laisse d'ailleurs un peu plus de place sur le canapé d'amitié si tu en as envie. Et du coup, j'étais extrêmement hypé. Je me suis regardé tous les Clone Wars qui me manquaient. Je me suis regardé Rebelle. Je me suis fait le marathon du Covid. J'avais le Covid et du coup, je ne faisais à peu près que ça. Et du coup, je suis arrivé dans Ahsoka. J'étais chaud patate, mais vraiment chaud patate. J'avais l'impression que c'était le Filoniverse enfin en images. Et bon, premier épisode, comme ci, comme ça, mais il y a des promesses. Épisode 2, comme ci, comme ça, mais il y a des promesses. Je commence à me dire que le personnage de Sabine est un personnage qui est complètement cheaté. C'est un personnage, on va le rappeler, elle est donc une des plus grandes ingénieures cadets de l'histoire de l'Empire. C'est également une Mandaloriane. C'est une princesse de clan Mandalorian. C'est elle qui a uni les clans dans certains épisodes rebelles, donc c'est pas n'importe qui. Elle a elle-même été avec le Darksaber à certains moments, donc pour vous dire. Et
En plus, donc évidemment, c'est une des membres donc de Rebelle, donc c'est vraiment, on est sur le haut du panier. En dessous, enfin juste au-dessus, c'est Luke et Leia. Et en plus, donc on vient d'apprendre qu'elle était Padawan Jedi, donc ça fait vraiment beaucoup pour une seule personne. Hein. Je rappelle que même Luke, bon bah voilà, c'est juste un élu de la Force, hein, puis c'est tout. Ça s'arrête là au niveau de son CV. Et du coup, c'est vraiment que c'est vrai que je commence à me dire bon, je sais pas où ils vont. Et puis il y a Bélan qui arrive. Et je me dis, c'est énorme, le personnage est hyper intéressant, hyper charismatique. Comment s'appelle sa Padawan? J'ai un doute. Shin. Et donc Shin, et je me dis, mais il y a un truc qui cloche, cette série, les méchants, les antagonistes sont plus intéressants que Ahsoka. Vraiment, Bélan et Shin sont beaucoup, beaucoup plus charismatiques que Ahsoka et Sabine. C'est un souci. La série avance, et pour aller droit sur mon point, c'est qu'en fait, clairement, cette série Ahsoka n'existerait pas, et on nous dirait juste, au début d'un film, le Général Throne est revenu, Général Throne et Ezra sont revenus, en fait, très bien, ça nous dérangerait pas, et ce qu'on a vu dans cette série ne nous apporte pas grand-chose. Des personnages qu'on connaît pas, qui devient... Enfin, c'était la gouverneuse, je crois qu'il l'avait appelée dans Mandalorian, qui là devient une sorcière des Night Sisters. Il y a un nombre de changements, de choses qui font vraiment soulever un sourcil quand on a tout vu, je trouve, et qui sont pas forcément très intéressantes quand on n'a pas tout vu. Et j'ai définitivement l'impression qu'on retirait le personnage d'Ahsoka à la série, il y aurait pas grand-chose qui aurait changé. Throne serait quand même revenu dans la galaxie de Star Wars principale. Ezra aurait peut-être réussi à revenir ou pas. Sabine serait restée chez elle. Enfin, en fait, Bélan serait resté sur cette planète puisque c'était son point. Donc, je ne sais pas vraiment à quoi le personnage d'Ahsoka a servi. Le dernier épisode est un épisode où elle a ri. L'avant-dernier épisode est un épisode où elle avait souri, ce qui veut dire qu'elle n'a montré que 2 émotions faciales sympathiques sur l'intégralité de la série. Et c'est pas une blague, hein, vous pourrez faire les vérifications. Et c'est juste démentiel en fait. Comment s'accrocher à un personnage qui n'a pas d'émotion? On pourrait dire oui, mais c'est les Jedi, il faut qu'ils soient équilibrés, etc. Mais Yoda est très équilibré et je trouve qu'il est hyper intéressant. Est-il? Dans quel sens on parle avec Yoda, on ne sait jamais. Il faut mettre le verbe à l'envers. Mais du coup, le truc, c'est que c'est un ensemble de choses qui font que cette série, parce que la licence, et au final c'est ça, parce que la licence, parce que les promesses de la licence, parce que l'envie de revoir Star Wars en très très grand m'ont donné envie d'espérer pour que cette série soit exceptionnelle. Et en fait, j'ai eu quelque chose qui était un bon épisode de fanservice, et Daniel a raison de mettre cette image parce que l'épisode Clone Wars, et cette actrice est plus charismatique en Ahsoka que n'est Rosario Dawson. Et du coup, c'est juste, vraiment, je trouve un coup loupé. Et c'est vraiment dommage, et je trouve que Star Wars est sorti un peu encore plus rapetissé par cette série qui aurait dû marquer les esprits, et c'est pas le cas. Voilà, si je résume un peu mon avis, je dis résumer, après, en fait la technique c'est que je parle très longtemps, après je dis je résume, et les gens ont l'impression que j'ai fait court, alors en fait j'ai fait trop long. Kerr, qu'est-ce que tu en as pensé ? Et moi, en fait, quand je donne mon avis très court, il va dire que c'était trop long et il fait semblant de dormir, tu verras. Alors, moi, ce que j'en ai pensé d'Ahsoka, déjà, je te rejoins sur plein de points. C'est une série qui, globalement, m'a déçu. J'en attendais quand même pas énormément parce que j'avais été quand même vacciné par les dernières sorties de Disney sur Star Wars et sur Marvel, parce que je pense que dans la construction, c'est à peu près la même chose, et d'ailleurs ça a été assez criant sur Ahsoka, j'en parlerai après. Et sur les 2 premiers épisodes, on avait fait la critique et j'avais dit que le personnage était antipathique, assez effacé. C'est une série qui s'appelle Ahsoka mais qui aurait pu s'appeler Sabine ou peu importe, Baylan ou la suite de Rebels par exemple. Ça c'est un vrai problème. Je trouve que Rosario Dawson, qui est une excellente actrice, est très très mal exploitée dans cette série. Elle est pas à l'aise. Alors on en parlait en off,
mais c'est vrai que sur les combats, elle est pas du tout à l'aise. Sur le final, quand elle repousse les tirs de blaster, c'est le malaise total. Enfin, elle est là avec ses 2 sabres et tout. La scène est gênante. Euh, Il y a sur cette série et sur le final notamment, j'en parlerai après, mais il y a des gros problèmes de mise en scène. Il y a, tu vois, sur Mandalorian, on avait les épisodes de Bryce Dallas Howard qui avaient, voilà, il y avait de l'idée. Il nous proposait des choses. Là, sur Ahsoka, jamais. Il n'y a pas un vrai effort de mise en scène. Les réalisateurs et réalisatrices sont random. Il y a un vrai déficit là-dessus. Et en fait, le gros problème d'Ahsoka, outre le personnage, la mise en scène, etc., le fait qu'ils exploitent très très mal leur casting en dehors de Ray Stevenson, j'en parlerai après. Mais par exemple, Mary-Elizabeth Winstead dans le rôle d'Hera, elle est incroyablement transparente, alors que c'est une actrice qui est géniale. Donc, enfin voilà, même Mikkelsen, il est comparer son interprétation de Thrawn et ensuite aller regarder ce qu'il a fait dans House of Cards, puisque c'est lui qui jouait Poutine, enfin l'équivalent de Poutine, où là il était incroyablement charismatique et il avait une présence et un jeu d'acteur qui était dingue. C'est le jour et la nuit. Et en fait, je vais faire un parallèle avec ce qui a été diffusé pendant la diffusion d'Ahsoka et qui est pour moi le grand mal, le grand mot des séries Marvel Star Wars. Il y a One Piece qui est sorti sur Netflix. Alors, je vais pas comparer One Piece et Ahsoka en termes de qualité, mais il y a un truc que Netflix a réussi à faire et que Disney n'a pas réussi dans Ahsoka et n'a pas réussi dans Obi-Wan et n'a pas réussi dans la plupart des séries Marvel. C'est te pondre des épisodes qui sont dynamiques, qui te racontent un truc, avec des retournements de situation, des surprises, avec à la fin un cliffhanger, un truc qui te donne envie de regarder l'épisode suivant. Et là où c'est paradoxal, c'est que dans One Piece, alors là tu en as à foison, bon bien évidemment aidé par le manga, mais c'est un paradoxe parce que Netflix a balancé One Piece direct, ils ont craché la purée, c'était terminé. Là, sur Star Wars, il y avait un vrai enjeu sur Ahsoka, c'était de revenir chaque semaine. Et chaque semaine, je n'avais pas particulièrement envie de regarder Ahsoka, alors que avant que la série commence, même si j'avais été déçu par les dernières sorties Disney sur Marvel et Star Wars, bah mine de rien, le fait que ce soit le personnage d'Ahsoka, qui est quand même un personnage extrêmement important dans l'univers Star Wars, qu'on avait vu dans Mando saison 2, le fait qu'on avait la promesse de voir Ezra, le fait qu'il y ait Sabine, enfin toi tu m'avais beaucoup parlé de Rebelle, et tu m'avais vraiment hypé sur certains points, bah, malgré tout ça, j'avais pas envie. Pourquoi ? Parce que le récit n'a jamais été palpitant. La série ne m'a jamais intéressé. La série ne m'a jamais surpris. C'était une évidence que Thrawn allait revenir. Ezra, personnage que... Alors moi, j'ai vu la saison 1 de Rebelle, et toi, tu m'en as beaucoup parlé. Ezra est quand même un personnage qui est majeur. Là, sa première apparition, bah, j'ai vu un Jedi bouddhiste qui dit non, moi, ça, moi, merci, je me battais avec mes mains, c'est cool, tranquille. Paix, paix sur le monde. Enfin, non, enfin, ça allait pas. Et en fait, ils font ça, tu vois, aussi sur Sabine, etc. Tu l'as pas dit, enfin, il me semble pas, mais on en avait parlé en off. Il n'y a pas la réunion de l'équipe de Rebels. Enfin, il manque plein de choses dans cette série. Et le seul truc qui est très très réussi, c'est Ray Stevenson. Et c'est Baylan qui surclasse la série. Je pense qu'on n'a pas eu une interprétation d'acteurs et actrices confondus aussi ouf dans Star Wars sauce Disney. C'est vraiment là Ray Stevenson est ouf. Ça fait vraiment plaisir de le voir dans un rôle comme ça. Et qu'est-ce que ça fait mal au cœur quand on adore Ray Stevenson comme moi, et je sais aussi comme toi mon cher Greg, bah, qu'il soit décédé. L'acteur de Rome, qui là avait un vrai grand rôle. Et moi je pense, et là Alex donnera son avis tout à l'heure, mais je pense que Dave Filoni avait un vrai projet pour le personnage de Baylan. Le fait de le laisser sur cette planète avec la Trinité, donc les dieux de Mortis, et qui soit en quête d'un pouvoir disparu, enfin, je vais peut-être dire des bêtises, hein, Alex, mais tu pourras me reprendre après. Moi, je me demande si l'idée de Filoni, c'était pas que Baylan, alors là, attention, je fais grosse théorie, hein, mais que Baylan soit le personnage
qui mettent un terme à la nouvelle conquête de Thrawn. Il a un nouveau pouvoir, il revient, il défonce Thrawn, et on passe ensuite à la postologie avec le Nouvel Ordre, et tout ce qu'on a vu après avec Rey et compagnie. Et là, je pense que le décès de Ray Stevenson change tous les plans de Filoni, au point où je me demande même s'ils vont pas recast le personnage. Ça sera très dur de repasser derrière Ray Stevenson, mais pour moi, il y avait vraiment quelque chose. Et là, sur l'intrigue en elle-même de Ahsoka, on n'a pas eu de surprise. Et il y a des trucs qui me sidèrent. Alors, je vais juste faire 2 points précis sur le final, mais la scène où Ezra hésite à sauter sur le vaisseau de Thrawn qui part, on en a parlé en off, mon cher Greg, mais elle est incroyable. Le vaisseau avance pas, les deux, ils ont le temps de débattre, de faire un Shifumi pour savoir si oui ou non ils sautent. Enfin, ils font une dissertation avec intro, 3 parties, conclusion chacun. Enfin, c'est incroyablement long, ça n'a aucun sens. Et les Stormtroopers zombies, enfin, tout, dans le final, c'est une vraie catastrophe. Et dans ce final-là, je ne comprends pas le personnage d'Ahsoka, qui quand même, alors que Ezra vient de partir avec Thrawn et tout, ils sont coincés dans une autre galaxie, ne trouve rien d'autre à dire à Sabine que « tourne la page ». Mais quoi ? Quelle page ? Mais pourquoi tu dis ça à Sabine, qui vient littéralement de perdre Ezra qu'elle était venue chercher, de laisser partir une menace incroyable sur la galaxie d'où elle vient ? Elle a même pas eu le temps de prendre des fringues de rechange et d'embarquer son petit chat Pokémon Kawaii qu'on voit dans les épisodes de début de saison. Et elle lui dit non, tourne la page, c'est bon, tranquille. On est bien ici, regarde. Bon, le temps est pas terrible, mais bon. Enfin, c'est au secours, quoi. Et donc, vraiment, Ahsoka, le personnage, et Ahsoka, la série, moi, ça m'a dérouté. Voilà, complètement. Et toi, mon cher Alex, qu'en as-tu pensé de cette série ? Je vous trouve un peu dur, même si je partage le ressenti global, qui est une déception assez nette sur cette série. Pour moi, ce qui me frappe le plus dans cette série, c'est une faiblesse d'écriture quasiment du début à la fin. Il y a quelques moments, un peu, quelques fulgurances qui relèvent un peu le niveau. Je pense à l'épisode 3 que j'ai bien aimé, où on a la première confrontation entre Baylan et Ahsoka. Quelques autres éléments intéressants un peu plus tard dans la saison, mais globalement, j'ai trouvé que c'était assez faible. J'ai l'impression que dans cette série, les personnages traversent les épreuves que l'histoire leur impose, mais d'une manière assez flottante. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'impact sur ce qui se passe. Le seul vrai changement qu'on note, c'est sur Ahsoka, qui passe de Ahsoka la grise à Ahsoka la blanche, mais c'est avec une telle facilité, une telle aisance, c'est un petit switch. J'ai pas trouvé ça très naturel, et il a suffi qu'elle échange 2 mots avec Anakin pour que ça change. Et Gandalf l'avait fait avant, en plus. Et Gandalf l'avait fait avant. C'est même pas très inspiré comme switch. Sur le personnage de Sabine, pour lequel moi j'avais pas trop d'attentes. C'est pas un personnage qui m'avait foncièrement marqué dans la série Rebels. Là, elle est au cœur de la série, et peut-être même plus mise en avant, même carrément plus mise en avant que Ahsoka elle-même. Et je partage le constat de Greg, où on a un personnage un peu touche-à-tout, qui sait tout faire, et qui, même dans ses erreurs, au final, ça retombe sur ses pattes, et c'est plutôt réussi. Je suis pas fan non plus de son développement, qui consiste à lui donner certains pouvoirs de la force. Je comprends le propos, je comprends l'idée derrière, qui est de dire la force, elle est chez tout le monde, et tout le monde peut parvenir à utiliser la force avec un peu d'entraînement. C'est pas comme ça que moi je voyais la force, mais donc je suis pas fan de l'exécution du personnage de Sabine. Et globalement, je trouve que la série Ahsoka, c'est pas mal de petites bonnes idées, mais très mal racontées ou très mal exécutées. Même le personnage de Thrawn, qui pour le coup était très attendu par les fans, moi inclus, qui était plutôt bien réussi dans Rebels, donc on était légitime à avoir pas mal d'attentes. C'est Filoni dans les 2 cas, il va bien traiter son personnage, et au final,
Thrawn, il laisse venir Ahsoka tranquillement sur la planète, on va rien faire, on va la laisser faire. La grande stratégie de Thrawn, c'est on laisse Ahsoka approcher. Brillant, le tacticien de l'Empire. Et au final, on n'a pas vu grand-chose de Thrawn, à part son petit discours à la fin, là, sur les 2 dernières minutes du dernier épisode, où on sent un peu la petite touche du personnage, mais on n'a rien senti de ce personnage-là, qui était pourtant teasé, attendu, qui était censé amener un peu de sel à cette série plutôt pauvre. Quant à Ezra, moi, le côté moine bouddhiste m'a pas trop dérangé, par contre. J'ai trouvé ça que c'était plutôt raccord avec l'idée d'un Jedi qui s'était perdu sur une planète paumée sans sabre laser et qui avait appris à survivre. Ça m'a pas choqué. Je trouve que l'acteur justement incarne et porte plutôt bien le personnage d'Ezra tel qu'on l'a connu dans la série animée. Et il fait partie, peut-être pas au même niveau que Baylan, mais il fait partie des petites réussites de la série. Avec, je vais pas faire une redite avec ce que vous avez raconté, mais évidemment Baylan et Ray Stevenson sont la grande réussite de cette série. S'il n'était pas là, franchement, je sais pas trop ce qu'on garderait d'Ahsoka. Il n'y a pas grand chose qui fait l'unanimité dans la fanbase Star Wars. Il y a toujours des dissensions, même quand ça marche très bien. Et le personnage de Ray Stevenson dans cette série, j'ai l'impression qu'il fait une quasi-unanimité. Donc c'est à souligner. C'est un peu triste qu'il soit pas là pour constater ça. Quant au plan que Filoni, je vais rebondir sur ce que tu disais, avait prévu pour le personnage de Baylan, je pense qu'effectivement il avait prévu de grandes choses. On sait que cette trinité, moi je suis pas du tout fan du concept de la trinité du père, du fils, de la fille qui avait été installé dans Clone Wars. C'est là, il faut faire avec. Et je pense qu'effectivement Filoni avait de grands projets pour le personnage de Baylan. On voit certains imaginent qu'il vient chercher la mère, parce qu'on ne parle pas de la mère dans la Trinité. Je n'espère pas qu'on va arriver dans ce genre de délire-là. Donc je ne sais pas trop, moi, j'arrive pas trop à théoriser ce que Filoni cherchait à faire avec Baylan. Ce qui est sûr, c'est que c'est central. Cette Trinité, on va la retrouver, je pense, dans tout le Filoniverse, et sans doute probablement jusqu'au film qui va chapeauter ce Mandoverse Filoniverse. Donc, en résumé, plutôt déçu. Des bonnes idées, mais mal exécutées, parfois mal écrites. Et un personnage central, Ahsoka, qui est quand même, d'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, c'est assez symptomatique, qui est assez transparent dans toute cette série. Et qui est absente d'un épisode entier, comme le faisait remarquer Greg dans une précédente vidéo. Avant que tu reprennes la parole, mon cher Greg, je veux juste recontextualiser un peu le truc de la Trinité avec le personnage de Baylan, pour ceux qui voient pas de quoi on parle. Quand sur le dernier plan de Ray Stevenson, il est debout. Donc c'est un plan qui fait énormément penser au Seigneur des Anneaux, forcément, et il est debout dans la main donc d'une statue. Et en fait, il y a 3 statues. Il y en a une qui est complètement détruite, c'est la statue de la fille qui représente le côté lumineux. Il y a à côté la statue du fils, donc qui représente le côté obscur. Et Baylan, lui, est au centre, dans la main du père, et il regarde vers un point lumineux. Donc toi, mon cher Alex, tu disais donc peut-être la mer. Bon. Voilà, en tout cas, ce qu'on évoquait dans ce plan-là, qui sont donc les dieux de Mortis représentés sur les statues. Alors, ma théorie sur ce point-là et sur ce que voudrait faire Filoni, donc c'est le moment où on peut se planter, on tente des trucs. En fait, si tu regardes, quand dans Rebelle, pas dans Rebelle, dans Clone Wars, non, dans Rebelle, tout à fait dans Rebelle, souvent, il arrive que Ahsoka, et particulièrement quand elle est dans le monde entre les mondes, en fait, il y a une chouette qui est présente. La chouette représentant la fille. Moi, ma théorie, et on voit une chouette de nouveau dans la fin du dernier épisode, ma théorie, c'est que Baylan va aller essayer de retrouver la Trinité, et que, alors là, c'est vraiment ma théorie totale, c'est que lui va se rapprocher du fils, et que Ahsoka, pour devenir un peu le champion du fils, et Ahsoka devienne la championne de la fille, pour qu'on continue d'avoir cette dualité peut-être un peu factice entre les deux. Et c'est un truc... Alors là, c'est une théorie, ce sera peut-être absolument pas ça, mais il y a une dualité qui, je trouve, est symptomatique de la série, parce que d'un côté, on a Ahsoka la grise qui devient la blanche. Donc on a des Jedi qui sont plus des Jedi, c'est
elle dit tout le temps, moi je ne suis pas une Jedi, elle est partie de l'ordre. Et du coup, on a un personnage qui est un peu ambigu entre les deux, qui était le fameux concept des Jedi gris entre les deux. Et puis là, alors Filoni nous dit, elle est encore autre chose, c'est Ahsoka la blanche. Donc on a un Jedi qui n'est pas un Jedi, et de l'autre côté, on a un Sith qui a un sabre orange, qui ne veut pas tuer, qui est plein de considération, et qui donc lui-même est pas un Sith méchant, mais une espèce de Sith gris. Et le problème qu'on a, c'est que quand on a deux antagonistes... D'ailleurs, c'est pas un Sith. Mais oui, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, mais de la même manière que Ahsoka n'est pas un Jedi. Et donc en fait, la finalité, c'est qu'on a deux antagonistes qui sont tous les deux... on a l'impression qu'autour d'une bonne bière intersidérale, ils pourraient devenir potes. Et ça donne un antagonisme qui est un petit peu loupé. Et à côté de ça, on a Thrawn, qui est comme ça, tout le temps, les bras croisés, non, même plutôt dans le dos, qui croise les bras et qui dit « Moi, j'ai un plan imbattable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te laisser tout le monde faire exactement ce qu'il veut. Et comme ça, eh ben, nous aussi, on fait ce qu'on veut. » Il dit des trucs qui sont vraiment glaciales de débilité, alors que c'est un personnage qui, encore dans Rebelle, montrait un personnage de froide intelligence, calculateur, efficace, et là, c'est pas du tout ce que j'ai vu. Donc, je trouve que c'est plus marrant. Pardon ? Ben, là, sur ce que tu dis, c'est très marrant parce qu'il arrête pas de répéter que il faut laisser Ahsoka arriver, il faut laisser Sabine retrouver Ezra et compagnie, mais il donne constamment d'autres ordres pour les faire buter. Donc il envoie Bélan et son apprenti buter Ezra et Sabine. Quand Ahsoka peut venir tranquille faire ce qu'elle veut, il envoie des troupes. Enfin, il est complètement incohérent. Ouais, il est assez incohérent. Je voulais juste revenir sur la Trinité de Mortis. Il y a d'autres théories qui circulent sur le fait que Anakin incarnerait aujourd'hui la figure du père. Dans Clone Wars, il a un peu dominé, en grand résumé, cette trinité. Et en trépassant, il aurait incarné la figure du père, et ça serait peut-être pour ça qu'il apparaîtrait dans le monde entre les mondes avec une telle facilité. Beaucoup de personnes associent, notamment effectivement avec cette chouette Ahsoka à la fille, ce qui laisse effectivement une place pour le fils, peut-être du côté de Baylan. Moi, honnêtement, toutes ces histoires m'ennuient. C'est pas le lore de Star Wars, le lore de Filoni en général ne m'enchante pas beaucoup. Alors, je vais peut-être être un peu dur et faire hérisser, hurler certaines personnes, mais j'ai l'impression que le lore de Filoni, ça ressemble un peu à de la fanfiction, j'ai l'impression que c'est très amateur. C'est le délire d'un mec qui aime bien jouer avec ses personnages préférés, Ezra, Sabine, ils maxent leur PV et leurs stats pour qu'ils soient super forts. Mais au final, on a des personnages finalement un peu creux et une écriture un peu faible. On sent par contre qu'il y a de l'amour et de la passion pour Star Wars et de l'amour pour ses personnages. Mais ça fait un peu fanfiction, le mec qui joue et qui aime bien ces petits personnages. Voilà. Ouais, et alors deux trucs sur Baylan, rapidos. Tu parlais de Anakin et cette théorie comme quoi il pourrait être le père. Il y a plusieurs fois quand même dans la série où il parle du fait que Baylan était jeune et à l'Académie Jedi quand Anakin est arrivé et qu'il y a eu le massacre. Donc il y a le regard de l'enfant sur ce qui pourrait être le père. Donc ça c'est intéressant je trouve. Et l'autre truc c'est que Baylan il a une vraie défiance vis-à-vis de Thrawn quand il le voit la première fois. Il y a aucun rapport. Enfin on n'a pas du tout l'impression que Baylan se pointe en tant que sujet du grand amiral. Et il y a aussi une défiance réciproque du côté de Thrawn qui n'a pas confiance en Baylan. Donc voilà. Et il y a un truc qu'on avait remarqué avec Greg, c'est quand ils arrivent tous et que les sorcières regardent et qu'il y en a une qui dit ça sent le Jedi ici. Et donc nous, globalement, on s'est à peu près tous fait la même remarque de la sorcière va se tourner vers Baylan et elle se tourne vers Sabine. Ça t'a pas heurté ça ? Ça m'a pas particulièrement heurté dans le sens où à ce moment-là, il me semble assez clair que Baylan ou Shin d'ailleurs son apprenti sont plus des Jedi. Ce qui m'a le plus heurté, c'est qu'elle sente le Jedi chez Sabine alors que elle ne maîtrise pas à ce moment-là la force, etc. Je pense qu'ils ont voulu souligner que Sabine avait le potentiel d'être une Jedi et que ça commençait à transpirer au point que les sorcières de Dathomir
le sentent, mais qu'elles ne repèrent pas la Jedirie entre guillemets chez Baylan et Shin, surtout Baylan, m'a pas choqué parce que la série était partie le postulat de la série, c'est qu'il n'est plus en Jedi, et on voit d'ailleurs dès l'épisode 1 où il massacre l'équipage complet du vaisseau pour libérer l'autre sorcière de Dathomir. Donc non, c'est pas quelque chose qui m'a spécialement heurté. Pour moi, c'est pas un Jedi gris. Baylan, il a même plus ça. C'est quelqu'un qui s'est tellement égaré, je l'interprète comme ça dans le lore, qu'il n'a plus rien à voir avec les Jedi. Là où Ahsoka, au contraire, a toujours gardé un peu ce lien avec les Jedi, Kanan Jarrus dans Rebels, Luke dans les différentes étapes de Mandalorian, et son lien avec Anakin qui n'est jamais vraiment mort et n'est jamais vraiment perdu. Donc on a d'un côté une Jedi déchue entre guillemets, mais qui a quand même gardé des liens avec l'ordre malgré son errance, et un Baylan, on ne connaît pas trop son histoire, mais j'ai l'impression qu'il s'est très vite retrouvé tout seul et il a, contrairement à Ahsoka, coupé tous les liens avec l'ordre. C'est comme ça que je l'interprète. Pour rappel, hein, si je crois que je ne me trompe pas, Baylan n'a dit aucune phrase dans le dernier épisode. C'est-à-dire que là, on n'arrête pas de parler du personnage qui nous émoustille le plus notre curiosité. C'est un personnage qui a 0 réplique sur le dernier épisode, le finale, quoi. Et du coup, pour aller un petit peu sur d'autres... Shin aussi, d'ailleurs. Pardon, Car Et Shin, c'est pareil. Les deux, on les voit pas, on les voit que dans les accessoirement, maître et apprenti sont séparés. Et maître et apprenti sont séparés alors qu'ils sont sur la même planète. Il n'y a pas de raison, enfin, Shin restant, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas avec Baylan. Mais bon, passons. Parce que si Baylan lui a appris à ne pas être une Jedi, mais être quelque chose de plus grand, more, c'est quoi ? C'est la chef de 3 pauvres ploucs sur une planète qui attaque des civils. C'est assez étonnant. Si on vient encore sur d'autres, puisqu'on parle un peu de théorie et un peu de l'avenir, les cargos, les fameux cargos qui sont chargés un par un, ça met 3 jours à porter ces cargos qui pourtant sont en auto-lévitation, et visiblement c'est très compliqué. Et alors, pas mal de gens se posent la question de qu'est-ce que ça peut être. Moi, j'ai envie de me dire que c'est peut-être... j'hésite entre 2 choses. Alors je vous soumets mes théories / un peu des choses qu'on peut entendre. C'est que ma première théorie, c'est tout simplement c'est le peuple de Dathomir originaire, donc de cette planète, qui en fait est soit mort, soit sous cryo, c'est carbonisé, comment on disait, ce carbonite, merci, et qui du coup donc va être ramené à Dathomir, parce que pour l'instant Dathomir c'est censé être un champ, il n'y a plus rien, tout est clean, les soldats d'un certain site et d'un certain insecte avec 4 sabres, Grievous avait tout nettoyé, il n'y avait plus de sorcières de vivantes à la fin de Clone Wars. Non, il y en a ? Ah, ok. Et donc, du coup, pour moi, il y avait... c'est genre, ils ramènent de nouveau leur peuple. Deuxième option, on sait qu'il y a des gens qui ont traduit des textes qui apparaissent donc dans le temple, qui font référence à une race dont tu vas nous parler, qui est un clin d'œil avec une espèce qui est dans un des jeux vidéo Star Wars. Donc, soit c'est une espèce, soit c'est l'autre, mais j'ai vraiment l'impression que ces caissons-là, on va y avoir des êtres dedans et qui sont pas en train de me trimballer des lingots, quoi. Est-ce que tu veux réagir, ou Kerr, tu veux réagir en premier ? La théorie qui prédomine sur ces cargos, ces caissons là, qui auraient pu être chargés avant, ils avaient 30 ans pour charger, je peut-être un peu moins, mais pour charger ces caissons dans le vaisseau avant de décoller, mais ils ont attendu qu'Ahsoka arrive pour le faire. Plus sérieusement, la théorie qui domine, c'est que ce soit effectivement des corps de sorcières de Dathomir qui vont faire revenir à la vie une fois qu'ils sont arrivés sur Dathomir pour avoir ce que sera une nouvelle armée de sorcières, je ne sais quoi. Ça, c'est une théorie, et ça serait sans doute pour ça que le trio de sorcières prête allégeance et semble obéir à Thrawn au doigt et à l'œil, sans que ce soit vraiment expliqué. On a quand même 3 sorcières de Dathomir qui sont plutôt connues pour être
pour pas aimer être sous le joug et obéir aux ordres et être contrôlé, qui là obéissent à Thrawn, qui leur demande n'importe quoi et elles le font. Sans doute que c'est lié à ces sorcières qui sont probablement dans les caissons. Dathomir n'a pas été complètement nettoyé par un certain insecte. Il restait au moins une sorcière qu'on voit dans le jeu vidéo, dans la série de jeux vidéo Jedi Fallen Order et Survivor, qui s'appelle Meryn. Et dans ce jeu, on voit que Dathomir n'est pas non plus totalement désert. Il y a des ruines, il n'y a qu'une sorcière, mais il y a quelques Zabrak, une espèce alien qui se balade aussi sur place. C'est pas totalement inerte. Ceci dit, il y avait plus de sorcières de Dathomir avant qu'elle revienne maintenant avec la série Ahsoka. Voilà. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Moi, j'aimerais parler d'un truc, mon cher Alex, j'en profite. Et Filoni, bon, il a ses personnages chouchous, et moi j'ai l'impression aussi qu'il y a les armes. Alors il y a le Darksaber qui apparaît dans Mandalorian, et qui a une fin tragique que j'ai trouvé absolument risible dans la saison 3 de Mando, puisqu'il est balayé par Moff Gideon. Et là, on a dans cet épisode final, donc on a la lame de Talzin, qui... Alors j'ai fait mes petites recherches, n'est pas... alors elle n'est pas du tout présentée d'ailleurs dans cet épisode. C'est vraiment pour les hardcore fans et puis pour faire joli avec la lumière verte. Mais c'est quand même une arme majeure des Night Sisters. On l'a vu dans les mains de la daronne de Dark Maul face à Mace Windu. Et là, donc il y a une baston entre Ahsoka et Morgan Elsbeth. Et pareil, la lame de Talzin, il passe. On expédie le truc très rapidement. Est-ce que c'est pas étonnant de la part de Filoni? Et est-ce que c'est pas, selon toi, une contrainte liée à Disney que des artefacts, j'ai envie de dire, du lore de Star Wars comme ça, des trucs qui sont quand même au cœur, le Darksaber est au cœur de l'intrigue de Mando pendant un bon moment et je sais des séries animées aussi, soit balayé comme ça hyper vite. Pour la lame de Talzin, effectivement, elle n'est pas présentée, elle pop par magie comme ça. On voit quand même que c'est Ahsoka qui la récupère, cette arme, et qui a perdu aussi son sabre. On voit que son sabre, un de ses 2 sabres laser a été clairement détruit. Donc moi, ça ne me surprendrait pas que en saison 2, on ait Ahsoka qui se batte avec la lame de Talzin et avec son autre sabre laser. C'est très bien. Quant au sabre noir, alors j'ai pas trouvé ça assez ridicule, sa destruction. Je trouvais même que c'était assez lourd de sens. Enfin, le sabre noir, c'est ce qui a quand même catalysé les conflits mandaloriens pendant des générations et des générations. Et de le détruire au moment où Bo-Katan prend un peu les rênes de Mandalore, c'est pour moi une façon de faire table rase un peu du passé et de chasser cet artefact qui, certes, est très important dans le lore et tient cher au cœur de beaucoup de fans, mais symbolise aussi ce passage à l'unité des Mandaloriens versus un artefact qui ne faisait in fine que les diviser. C'est comme ça, moi, que j'ai interprété la volonté de la destruction du sabre noir, qui au passage je n'aimais pas beaucoup, mais vous allez comprendre que tout ce qui relève de Filoni en général, j'ai un peu de soucis. Et pour revenir sur la lame de Talzin, ça a été fait avec un peu de légèreté. Je pense que c'est ce que je disais en tout début de vidéo, c'est encore une fois une bonne idée qui a été finalement mal exécutée, mal écrite. Franchement, c'est super intéressant de voir cet artefact-là qui est chargé d'histoire et de lore. Mais ça passe comme ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Donc on sent pas en fait même pour le fan hardcore la particularité que c'est d'avoir cette arme-là. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Que les sorcières aient fait apparaître, c'était pas finalement si important. C'est pas expliqué. Et voilà, c'est cette série qui est une collection de bonnes idées mal exécutées. Et j'ai pas parlé tout à l'heure, je vais peut-être refaire une petite boucle, c'est peut-être un peu décousu, mais sur cette race dont tu as parlé, qui était sur ta deuxième théorie, qui est toujours liée aux jeux vidéo Fallen Order et Survivor. Cette race qui s'appelle les Zeffo, dont on ne savait pas trop d'où elle venait dans les jeux, c'est quelque chose d'un peu mystique, mais dans le jeu on est amené à visiter les temples de cette race dans la galaxie qu'on connaît bien, et là on apprend
avec la série d'Ahsoka que cette race est probablement, très certainement originaire de cette nouvelle galaxie dont provient, où étaient perdus Ezra et Thrawn. On voit que les Sœurs de la Nuit aussi ont un lien avec cette race-là, et c'est pas pour rien que sur Dathomir, la planète des Sœurs de la Nuit, il y a un temple des Éphos, c'est même sur ça qu'est bâtie la cité des Sœurs de la Nuit. Alors moi je l'ai vu comme un clin d'œil de fan, je trouve juste un peu triste que ça n'aille pas plus loin que ça. Il y a souvent des petites références, des micro-références cachées sur un petit mur écrit où il faut déchiffrer avec un screenshot un peu flou. C'est un peu décevant que ça n'en reste souvent que là. Je suis pas convaincu. Pour moi ça relève plus de l'ordre de l'easter egg que d'une piste de scénario que Filoni va vraiment explorer, parce que j'ai l'impression qu'il aime explorer que ces trucs à lui. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter un truc, mon cher Car? Parce que je pense qu'on a fait un petit point sur Ahsoka. Ah oui. Ce qui est sûr, c'est que si la prochaine série Star Wars de cet univers, en fait, s'appelle Ezra, moi, ça me fera plaisir. Parce que ce que là, j'allais dire. Ahsoka, ça ne m'intéresse pas. Elle peut rester dans l'autre galaxie. On va peut-être même faire un vote à main levée pour se poser la question de est-ce que du coup on doit s'intéresser à ce qui se passe dans cette galaxie, puisque Belen, malheureusement, son acteur n'est plus là, et j'ai vraiment la sensation que ça me dérangerait pas, quoi. Moi, on peut se focaliser sur Mando. Alors, je sais que Mando fait pas l'unanimité. Je sais par exemple que toi, moyen. Moi, j'aime beaucoup Mando. On remarquera, parce que ça fait plusieurs fois que je veux le citer, c'est juste que, justement, Bo-Katan, sur son casque, elle a également une chouette. Et je pense qu'un jour, ils vont nous mindfuck en disant non, mais en fait, tout était lié. Ce sera un petit moyen de faire le clin d'œil. Mais tout ça pour en venir à... ce qui est sûr, c'est que là, ce qu'on m'a présenté, mine de rien, ça m'a pas intéressé. S'il y a une saison 2, je serais absolument pas hypé au point où je l'étais là. Et surtout, il faut qu'ils arrêtent dans une situation où Star Wars est en panne, où Star Wars était la plus grande licence de l'histoire. Certains vont dire Pokémon est au-dessus en termes de dollars, mais c'est une des plus grandes licences de l'histoire. Et là, c'est devenu une succession de petites séries sur la plateforme Disney+. Et c'est pas en faisant une série qui n'a pas d'ambition narrative, qui n'a pas de grande scène de combat dans l'espace. Je rappelle, c'est Star Wars, quand même, le nom du truc. Et c'est quand même extrêmement dommage. Il faut qu'il y ait plus d'ambition que juste une série autour de 3 pelés et un ton 2, dont aucun n'a une vraie évolution narrative. Et c'est pas en changeant les vêtements que je considère qu'on a une grande évolution narrative. Voilà, c'est un petit peu mes espoirs pour la suite, mais on verra. On voit que la suite de Star Wars, et on va faire une vidéo dessus, c'est pas que ça, et c'est plein d'autres choses. Ouais, voilà. Et de nous mettre ça, les Lot 4, je suis pas sûr que moi, ça m'a fait vraiment kiffer de voir cette créature que je trouve assez moche personnellement. Mais voilà. Est-ce que tu veux rajouter? Est-ce que l'un de vous veut rajouter un point avant de conclure cette vidéo? Moi, je veux bien, parce que tu parlais de saison 2, Alex, et tu parlais d'appeler la série Ezra, mon cher Greg. C'est exactement ce que j'imagine. En fait, moi, je vois bien une saison 2 d'Ahsoka centrée sur Ezra, qui aura pour mission de renvoyer Thrawn dans la galaxie et d'aller chercher Ahsoka et Sabine. À la fin, il arrivera là-bas. Ahsoka et Sabine arriveront à repartir, mais Ezra sera coincé dans la galaxie là-bas avec Thrawn. Ça redonnera une saison 3 hyper intéressante où Ahsoka et Sabine iront chercher Ezra. Enfin, ça va être génial. Et je voulais quand même profiter de la présence d'Alex, parce que ça me permet moi de ressortir mes vannes. Et il ne connaît pas la vanne de... C'est dommage quand même que Ahsoka ne se dise pas Ashoka, mon cher Alex, parce que sinon on aurait pu faire Ashokatano, Katano. Voilà. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.